De retour sur ce plateau, merci beaucoup à la régie. D'ailleurs, j'avais oublié de vous présenter l'équipe qui réalise l'émission ce matin. Nous avons Regan Louzieto qui assure les cadrages, bien sûr, derrière les caméras si vous voulez. Nous avons Christian Kazadi qui est à la régie. Et la régie finale, il assure justement toutes nos plateformes numériques. Notez ici Facebook, YouTube et également celui qui anime nos pages sur TikTok. Et Hector Badibanga également au programme. Donc voilà, ce sont eux qui réalise l'émission de ce matin. Il ne faut pas oublier Moïse Tchibangou qui est aussi Chibassou pardon, qui est aussi en train de Moïse Tchibangou, pas Chibassou, parce que Chibassou c'est notre invité. Voilà, Chibassou, voilà, Moïse Chibassou qui est moi Nayakolo Lupango, bien sûr. Merci pour vos réactions et pour tout ce que vous faites. Alors, nous allons parler maintenant de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-il le choix idéal? Félix Tshisekedi est l'homme qui doit relever les enjeux du moment. Est-ce que c'est l'homme qu'il fallait vraiment pour l'instant? Nous allons en parler avec le professeur Bruno Tshibangou Kabaji. Il est professeur à l'Institut supérieur des statistiques de Lubumbashi. Il est docteur en philosophie, diplômé du CHESD, Collège de hautes études et stratégies de défense ici à Kinshasa. Il a écrit plusieurs ouvrages, auteur de plusieurs ouvrages. Et il est également... il a fait un passage extraordinaire au niveau de l'ANAPI. Personnellement, moi, j'ai connu cette époque-là. Et il a justement publié plusieurs revues scientifiques et ouvrages dans beaucoup de, comme je viens de dire, dans beaucoup de revues, etc. Et il a assuré les fonctions de directeur général adjoint et directeur général intérimaire au niveau de l'ANAPI pendant près de 6 mois. Il a été DG près de quelques années. C'est avec lui que nous allons aborder cette question. Une fois de plus, bonjour professeur et bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir encore une fois invité sur ce plateau. Bonjour aux téléspectateurs, bonjour à notre peuple qui nous suit, qui va nous suivre et qui va nous apprécier dans quelques temps. Très bien, merci beaucoup. Sans doute, j'aimerais déjà vous dire que l'émission que nous avons eue la fois passée avec vous, c'est une émission qui a suscité beaucoup d'intérêt et plusieurs personnes m'ont chargé de vous dire félicitations. Alors, merci beaucoup. Alors, c'est sûr que nous sommes très bien suivis et très bien appréciés et ça me fait vraiment de la joie. Très bien. Merci. Voilà. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. On va démarrer l'émission de ce matin. Alors, j'aimerais d'abord qu'on commence. On a dit les sujets, on a traité les sujets avec vous. Ça, je dois le dire à nos téléspectateurs. Félix Tshisekedi serait-il l'homme du moment? On commence d'abord par là, de manière brute comme ça, oui ou non? Bon, je vous dis que Dieu a fait qu'en cette période, que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, soit réellement président de la République démocratique du Congo. Vraiment, parce que n'eût été lui, je ne sais pas là où devrait être la République démocratique du Congo. Alors, je vais vous dire que c'est un véritable messie envoyé ici dans notre pays pour pouvoir sauver les peuples et le pays lui-même. Vous dites ça parce que vous êtes membre de son parti, puisque vous êtes de l'UDPS, ou vous le dites sur base de quel élément? Je suis scientifique. Je suis un observateur averti. Un observateur, je vais dire, objectif. Et ce que je vous dis, c'est sincère, sauf si il y a les oppositionnistes, je vais dire, c'est-à-dire des faux opposants, des gens qui ne comprennent pas exactement ce qu'il est en train de faire et où il nous amène. Alors ce sont ce genre de gens qui peuvent dire du n'importe quoi sur leur appréciation sur Félix Antoine Tshisekedi. Mais je vous dis sincèrement que c'est un homme qu'il faut et c'est un homme qu'il fallait
pour ce temps. Très bien. Sinon, ce serait alors catastrophique pour notre pays. Très bien, on va les découvrir tout à l'heure. Déjà, oui. avec le bilan, selon vous, quelles sont justement les grandes orientations que traduisent la vision politique et la vision sociale, si on peut le dire, du chef de l'État? Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent après, nous soutenons la vision du chef de l'État, nous sommes derrière la vision du chef de l'État, nous sommes ceci, cela, la vision du chef de l'État. Aujourd'hui, avec vous, j'aimerais un peu que vous puissiez nous en dire. Quand on parle de cette vision-là, on fait allusion à quoi? La vision du chef de l'État, c'est quoi au fait cette vision? Sa vision politique et sociale, bien sûr. Bon, je ne sais pas, mais je vais vous dire quand même quelque chose de très important en ce qui concerne le président actuel, donc Félix-Antoine Tshisekedi. Bon, je vais vous dire que il est, comme je vous ai dit là, c'est un homme qui nous a été offert par Dieu. Vous dites que d'ailleurs c'est un messie. Oui, il a été offert par Dieu pour pouvoir nous délivrer, n'est-ce pas, du djung rwandais. Et par le djung rwandais, tout le monde, en fait, tout le monde occidental, parce que tout ce qui était autour et tout ce qui soutenait Kagame, ils étaient en train alors de combattre par la voie de Kagame, de la République démocratique du Congo, notamment son développement. Bon, et même son existence, parce qu'on voulait nier déjà l'existence de la nation congolaise. Alors maintenant, qu'est-ce que moi je puis vous dire? Lorsque vous parlez en fait, j'ai posé la question sur la vision. Quand on parle de la vision du chef de l'État, sa maintenant, vision politique et sociale, c'est laquelle? D'abord, je vais vous donner sa véritable vision. La vision du chef de l'État, c'est de faire de ce pays une nation forte, hein, une nation véritablement indépendante, un pays qui va mettre au centre, qui sera en fait un État solidaire, un État véritablement démocratique, un État de droit. Alors, vous comprenez déjà qu'avec cette vision-là, il faudrait qu'il y ait déjà des axes sur lesquels on doit se poser pour pouvoir atteindre, si vous voulez, pour pouvoir matérialiser cette vision-là. Alors, maintenant, qu'est-ce que moi je peux vous dire parmi les axes? Nous avons l'homme lui-même. Il a trouvé que l'homme qu'il a trouvé, l'homme congolais qu'il a trouvé, c'était un homme perverti. Un homme perverti, un homme qui en fait n'était en train que de travailler contre son propre pays, contre sa propre nation. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu justement que cet homme-là, cet homme congolais, soit transformé. Alors, comment il va être transformé? Il doit être transformé sur le plan intellectuel, sur le plan mental, et alors cet homme va rentrer maintenant dans la ligne pour la bonne gouvernance. Parce que cette fois-là, si l'homme est véritablement transformé positivement, il va nous permettre, cette fois-là, d'assurer la bonne gouvernance au niveau national. Mais ça ne doit pas rester au niveau. Je vais y arriver parce qu'il y a déjà 5 axes. Hein. Je vous donne 5 axes que lui-même s'est déjà tracé et il a donné ça, si vous voulez, au gouvernement de la République pour que ça soit respecté. J'ai parlé de la transformation de l'homme congolais qui doit devenir véritablement, mentalement, alors un homme honnête, un homme juste, un homme qui doit veiller, n'est-ce pas, aux valeurs et jamais aux antivaleurs. Il est en train de le faire de manière tout à fait progressive. Alors maintenant, il y a aussi la gouvernance. Et il tient, cet homme-là, déjà transformé, va agir de telle sorte que la gouvernance de notre pays soit une véritable gouvernance. C'est-à-dire quoi, au fond? On va éviter justement les antivaleurs, tel détournement, telle corruption. Principalement, et je vais citer les deux là parce que c'est ce qui apparaît assez important au moment où nous parlons. Alors, après ça, nous sommes obligés de travailler pour la diversification de l'économie.
Nous devons, parce que nous avons trouvé une économie de consommation. Alors, nous devons alors chercher à produire. Nous devons essayer de ne pas se poser simplement sur le secteur minier, parce que notre économie était posée sur les secteurs, secteur minier. Maintenant, aujourd'hui, nous voudrions faire aussi de l'agriculture. Donc, ce que lui-même a dit, comment il a dit ça, nous devons faire comment on fait, la primauté, je vais dire. La primauté, n'est-ce pas? La revanche du sol sur le sous-sol. Ah, vous dites? La revanche du sol. Voilà, justement, la revanche du sol sur le sous-sol. C'est-à-dire, l'agriculture devient priorité, n'est-ce pas? Des priorités. Mais apparemment, et je crois qu'il a mis beaucoup de temps, n'est-ce pas? Beaucoup de moyens pour que cela puisse se réaliser. Mais apparemment, tout ce que vous dites, attention, les gens vous reprochent ou disent que ce sont justement des phrases, ce sont juste des slogans, parce que la question qui se pose... Tout commence par là. La question qui se pose, vous dites que tout commence par là, alors le mandat est vous êtes en train de couler le mandat. Non. Parce que la question qui se pose maintenant, c'est que dans le domaine de gouvernance de Félix Tshisekedi, on parle de la gestion de ces institutions, comment il est en train de gérer justement et comment il a donné sa vision au gouvernement, et quelles réformes majeures que nous pouvons retenir justement au regard de 5 ans et de 3 autres années qu'il vient d'avoir. Quel est le souvenir que le Congolais restera avec Félix Tshisekedi sur le domaine de la gouvernance? Mais moi, au regard de la vision que vous venez de donner, justement. Non. Moi, j'aurais voulu vraiment que nous allions dans le sens que vous avez présenté ici, la vision et comment matérialiser cette vision-là. Et c'est en cherchant comment il faudrait matérialiser cette vision que nous allons arriver à ce que vous êtes en train déjà de nous proposer. Mais moi, je vous dis sincèrement qu'il y a déjà la croissance. La croissance, c'est aussi un des axes, n'est-ce pas, de la politique de notre gouvernement. Quelle croissance? La croissance économique, la croissance tout court même. Parce que la croissance amène au développement durable et à un État solidaire, un État dans lequel nous voulons nous-mêmes nous baigner. Alors, maintenant, si je vous donne ce que je vous donne là, vous allez voir que le président de la République a aussi fixé les objectifs qu'il faudrait atteindre. Et si ces objectifs sont atteints, vous constaterez que même les problèmes que vous voulez poser là, ces problèmes vont être, n'est-ce pas, résolus. Donc, c'est un homme qui y va alors méthodiquement. Alors si je voudrais, je crois, avant d'arriver à ça, je voudrais que nous parlions d'abord de ce qu'il a déjà réalisé pour qu'il puisse matérialiser, n'est-ce pas, sa vision. Alors, il a quand même déjà posé certains actes, certains actes assez importants, et même si il y a la guerre à l'Est, mais le pays est en train de fonctionner. Et je vais vous lire. En tout cas, je ne peux pas vous donner tout ça dans ma tête, mais je vais simplement vous lire ce que j'ai déjà dans mes recherches, ce que j'ai trouvé. Ça, c'est dans votre casquette de philosophe. Oui, non, pas de philosophe, mais ici, je suis en train de parler en tant que Congolais observateur, un Congolais qui regarde les choses de manière objective. Okay. Et oui, aussi de manière critique. Vous savez qu'à un certain moment donné, je peux aussi vous dire, ça nous avons fait, il y a aussi ce qu'il faudrait faire, et c'est que l'État congolais doit nécessairement faire, et pourquoi il ne l'a pas fait, parce que c'est en ce moment-là, et au moment opportun, qu'il va justement le faire. Je voulais vous parler des acquis du régime Fachi, les acquis du régime Fachi. Quand je le dis, alors il y en a, donc on parle de la consolidation des acquis, qu'on doit consolider des acquis, il y en a sûrement. Il y a, mais je vais vous les donner, non? Okay. Je vais justement vous les donner. Ce que je suis en train de vous donner ici, ce n'est pas ce que les autres ont fait, ce que lui-même est en train de faire et que les autres devraient, n'est-ce pas, faire au moment où ils étaient au pouvoir pendant 35 ans. J'ai 32 ans si je prends Mobutu. J'ai quand même pitié de Laurent Désiré Kabila. Il a fait 5 ans. Il n'y a rien vraiment que je puisse signaler à ce sujet. Et nos amis maintenant, ou notre ami Joseph Kabila,
alias Kanambe, effectivement. Et lui, il a fait, ce n'est pas 18 ans, il a fait 20 ans, sinon 21 ans, parce qu'il a fraudé, non? Vous savez que vers le dernier mandat, au lieu de faire 5 ans, il est allé jusqu'à 7. Et SNIT était notre force. Nous, en tant qu'UDPS, nous, en tant que peuple congolais, et il aurait fait, n'est-ce pas, 3 mandats. Au lieu de faire 5 ans, il avait fait 7. 5 ans, il a fait 7. Ah, vous devez corriger ça dans votre régime. Vous ne pouvez pas le faire. Vous devez corriger ça dans votre régime. Ah non, attention. Nous, si nous pouvons le faire, ce sera avec l'approbation du peuple congolais. Nous n'allons pas le faire. Lui, il n'avait pas fait ça avec l'approbation du peuple. Non, parce que nous tous, nous étions sur la rue. Moi, j'ai connu la prison. Moi, personnellement, je vous en ai déjà parlé. J'ai connu la prison. Revenez sur ce que vous étiez en train de dire. Ah, voilà, justement. On va arriver là-bas. Ok. Maintenant, je suis au niveau des acquis. Je prends par exemple l'éducation. Parce qu'il a compris. Pensez-vous que l'éducation, c'est un acquis? C'est vraiment l'un des acquis que vous pouvez mettre en ce sont des réalisations qui vont jusqu'à en faire même des acquis. Moi, je dirais même, d'ailleurs, en tant qu'intellectuel, pas en tant que philosophe, que si on réalise quelque chose qui reste vraiment permanent dans le temps, alors c'est que ça constitue déjà un acquis. Ça constitue un acquis. Donc, un acquis commence par être... doit durer, n'est-ce pas, dans le temps. C'est ce que je suis en train de vous montrer aujourd'hui. Parce que si je construis quand même une grande avenue, une grande route, ça va durer dans le temps. C'est déjà quelque chose. Si je réhabilite, c'est déjà aussi quelque chose. Parce que généralement, pour le moment, en ce qui concerne les infrastructures, nous réfléchissons et aussi nous construisons. Alors, il y a le cas des universités dont je voulais justement vous parler. Si vous voulez, on va en parler. Donc, réflexionner les universités, construction des universités. Puisque nous sommes dans le domaine de l'éducation, combien d'universités Félix Tshisekedi a construit? Déjà 6. 6 universités. Oui, 6 universités. Professeur, est-ce que vous savez qu'on vous suit partout à travers le pays? Oui, mais je peux les citer. Parce que allez-y. Alors, je prends en dernier l'université de Mbujimayi. Ça, c'est ce que nous connaissons. Oui, mais c'est lui, non? C'est lui qui a construit. Il y a encore l'université de Kananga. L'université de Kananga, je crois que d'ici là, il va justement l'inaugurer. L'université de Kananga? Oui, oui. Mais c'est sérieux, non? Alors, il y a donc ça fait 2. Abunia, oui, il y a une université. Renseignez-vous. Les travaux sont aux arrêts ou bien... Non. Les travaux sont déjà justement... non. En fait, c'est une université qui existe déjà. Je crois qu'il ne faudrait pas qu'on fasse un peu de discours là-dessus. Oui. Il y a maintenant aussi... je vous ai parlé de Bouya. Il y a l'université à Kukwit qui lui-même a construit. Aujourd'hui, nous parlons, il y a une université à Kukwit. Oui. Et je crois que les 2 autres universités, je crois, j'ai perdu ça de vue, mais c'est déjà 6. Vous allez faire, n'est-ce pas, vos recherches et vous les saurez. Et il y a déjà prochainement, en fait... dans le temps-là, quand nous nous sommes retrouvés, je vous parlais d'université à l'Équateur. Non, il n'y a pas encore. L'Équateur, il avait promis là-bas qu'il va faire une université moderne. Il n'y a pas encore d'université là-bas. Ce sont des promesses et je crois qu'il y tient et il va construire une autre université. Mais je crois que dans son programme, il est en train de rêver, si vous voulez, construire l'université dans chaque province. Alors, je crois que... Mais il va le faire avec combien de temps? Il ne nous reste plus du temps. Mais vous savez, la construction, ce n'est pas une affaire comment je peux vous dire... vous le dites aujourd'hui, vous construisez, vous savez, ça prend du temps. Si on commence aujourd'hui, ça ne va pas faire moins de 2 ans pour la construction. D'accord. Alors, acceptez quand même qu'il a déjà l'idée, il a déjà un projet de construire des universités. Donc déjà, retenons les 6 universités qui existent. La plupart des gens ne le savent pas. Et ils sont en train seulement de voir l'université, n'est-ce pas, de Lubumbashi, qui est déjà réfectionnée. L'université d'UPN, si vous voulez, à côté de nous, réfectionnée. L'UNIKIN réfectionné et beaucoup d'autres institutions déjà réfectionnées. Et il est en train de construire et de réhabiliter. C'est déjà quelque chose pour la République démocratique du Congo. Alors, prenons maintenant la gratuité de l'enseignement. Ça, c'est majeur.
C'est majeur, pourquoi? Parce que c'est constitutionnel aussi, hein, c'est constitutionnel. Lui, au moins, a pris le courage, n'est-ce pas, de se jeter à l'eau. Alors, il a décrété, si vous voulez, la gratuité de l'enseignement, et nous avons reçu, grâce à cette gratuité de l'enseignement, à scolariser plus de 6 millions d'enfants. Plus de 6 millions d'enfants, des pauvres malheureux qui étaient quelque part, qui ne savaient pas scolariser leurs enfants. Ça, c'est humain pour le président. Donc, dans son actif, vous comptez, dans le secteur de l'éducation, vous avez compté seulement la construction des universités que vous venez d'énumérer. Vous parlez de la gratuité de l'enseignement. Mais non seulement, non, j'avance si vous voulez. Ça, c'est très important. Oui, pour qu'on gagne aussi du temps. Oui, nous allons gagner du temps, mais c'est très important pour moi. C'est ça, n'est-ce pas, le berceau même de l'émission. L'importance. Il est le seul président à avoir fait cela. Oui, le seul, je vous dis ça. Pas je vous dis de la gratuité. Je parle de la gratuité et je vous dis qu'il est le tout premier à avoir mis ça en. Même, vous voyez, il y a des gens qui ont dit non, c'est notre constitution, tout ça, mais ils ne savaient pas, n'est-ce pas, en fait, appliquer certains articles. Ils ne savaient pas les respecter. Mais lui est venu, il s'est jeté à l'eau et il a décrété, n'est-ce pas, la gratuité de l'enseignement qui est en train de réussir aujourd'hui. Alors, il y a d'autres éléments. Il y a aussi, exactement. Toujours dans l'éducation. Toujours dans l'éducation. Il y a augmentation de plus de 200% des salaires des enseignants. Alors là, vérifiez, c'est vérifier. C'est que moi, je vous dis, vous allez vérifier parce que j'ai fait mes enquêtes. Alors, il y a la construction des infrastructures scolaires. Plus de 1000 écoles construites, si vous voulez. Des bâtiments. Je voudrais parler des bâtiments. Vous connaissez les dites écoles? Mais à travers la République démocratique du Congo, 1000 déjà écoles. Plus de 1000 Félix constructions. Aujourd'hui a construit plus de 1000 écoles. Je vous dis, c'est vraiment sincère et nous devons les soutenir. Et dans peu de temps, il a fait plus ou moins 5 ans. Mais dans 5 ans, il est arrivé à plus de 1000. D'abord, quand je suis en train de parler de 1000, c'est lorsque je faisais mes enquêtes. Mais je crois que déjà, ça doit être... Dans les 1000 là, et les écoles réhabilitées... Il y a les réhabilités et il y a les écoles il faut déjà commencer à faire la différence. Parce qu'en ce moment-là, quand vous dites dans les 1000 là, et il y a les écoles réhabilitées, il peut y avoir un problème. Parce que 1000, vous savez, l'émission Professeur est suivie. On risque de vous contredire. Parce que quand vous dites 1000, dites au moins 200, dites au moins 100, mais 1000, ça, vous risquez de faire une prétention. Non, celui qui veut contredire n'a qu'à aller, n'est-ce pas, au ministère de l'EPSP. Alors, qu'il aille là-bas, qu'il fasse ses vérifications et il trouvera. Moi, à mon niveau et à ma qualité de professeur d'université, je vais dire, je ne peux pas dire du n'importe quoi. Et vous voyez vous-même que vous ne parvenez pas à comprendre pourquoi. Parce que quand il est en train de travailler, le président de la République est en train de travailler, les gens sont distraits. Eux sont en train de dire, bon, on n'a pas mangé, on a fait. Mais entre-temps, au niveau des infrastructures, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, il y a beaucoup de choses qui sont en train de faire. Nous sommes dans une république de plus de 100 millions d'habitants et c'est tout à fait normal que si on fait quelque chose dans un coin, que l'ensemble de la République, 2 millions, je prends 2 350 410 km², c'est déjà beaucoup. Quand vous êtes ici à Kinshasa, vous ne saurez pas faire, en fait, suivre ce qui s'est fait à 2000, ce qui s'est fait à 3000 km. C'est ce qui est très professeur, important. Puisque nous sommes en train de parler, effleurez rapidement alors les points qui vous restent sur très important, sur l'éducation. Oui. Parce que j'ai d'autres questions. Plus de ici. 266 220 nouvelles unités mécanisées. C'était très difficile quand nous avons pris le pouvoir. Quand nous avons pris le pouvoir, cela n'était pas assez possible. Nous avons créé des formations professionnelles. Ça n'existait pas. Il y a même tous les ministères, il y a tous les ministères là-dessus. Des formations professionnelles. Ça, je sais qui est créé sous l'égide de Félix Tshisekedi. Mais ces ministères-là restent un ministère avec beaucoup de problèmes jusqu'à aujourd'hui. Les gens ne sont pas payés depuis sa création. Depuis qu'on a créé le ministère de la formation professionnelle, les gens ne sont pas payés dans ces ministères-là. Monsieur le journaliste. Ça, je peux vous dire, ce sont des éléments que j'ai. Et c'est un dossier que je maîtrise encore bien. Je vous dis très bien, je vous dis ceci. Les problèmes ne manqueront toujours pas. Mais ce qui est important, c'est d'avoir à l'esprit l'idée de donner des solutions
à ce problème-là. Mais quand vous créez, alors, il faudrait nous créer devons des bonnes créer, choses. et c'est quand nous avons décrété, n'est-ce pas, la gratuité de l'enseignement, les gens nous ont tenu ce langage-là. Et aujourd'hui, ils se sont tous tus. Et surtout l'Église catholique actuelle, qui est devenue une secte politico-administrative. Ces gens-là ont lutté contre la gratuité de l'enseignement parce qu'ils en profitaient, ils en tiraient véritablement profit. Ça, ce n'est pas le problème maintenant. J'ai voulu simplement vous dire que ce n'était pas facile. Les problèmes, il y en aura toujours. Alors maintenant, paiement des frais de fonctionnement des écoles par l'État. On le faisait à l'époque de Kasavubu. Mais Mobutu y a renoncé. Laurent Désiré Kabila, 4 ans, il faut le dispenser. Mais notre ami Joseph Kabila, c'est malheureux, c'était jeté au calan de Gaïk, ce qui n'était pas normal. Alors, il y a aussi les retraités. Plus de 39 000. Plus de 39 000. Payés, retraités et payés. D'ailleurs, non, maintenant, je vous dis que le geste qu'on est en train de poser, il faut savoir l'apprécier. Au moins, il y a tout un début. Il y a un début et quelque chose, il faut savoir apprécier. Oui. Alors maintenant, il y a les universités qui sont construites et qui sont mais aussi vous avez parlé des 6 universités. Voilà. Vous dites que Félix Tshisekedi a construit près des 6 universités. Mais voilà. Là, vous n'avez que cité 2. Vous n'avez que cité 3. Non, j'ai cité 3 ou 4. Non, 3, mais les restes là, faites aussi de recherches. Et je demande, n'est-ce pas, au peuple congolais de pouvoir faire aussi des recherches et savoir si les gens vont vous dire que ça n'existait pas. Ou pas. Les opposants vont vous dire que ça n'existait pas. Félix Tshisekedi construit 6 universités et Banaté professeur. Ah oui, mais si je vous dis sincèrement qu'il y en a déjà 6 qui... Vous voyez que vous trouvez que c'est mystique, hein? Vous trouvez que ce sont des histoires. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas eu à l'esprit l'idée qu'il y a quelqu'un dans ce pays qui pourrait construire 6 universités. Pourtant, il va aller à un peu plus parce que dans son projet, il y a d'autres universités. Alors qu'il ne lui reste que 2 ans. Professeur, on va évoluer. Au niveau de l'éducation, j'ai terminé. Vous avez terminé, mais maintenant, j'aimerais qu'on prenne quand même d'autres secteurs. Je sais que vous avez préparé vos secteurs à vous, mais j'aimerais quand même que vous puissiez nous dire ce que vous pensez et comment est-ce que vous évaluez les efforts du président Félix Tshisekedi en ce qui concerne la lutte contre la corruption et surtout l'impunité. Parlez-en-nous un tout petit peu. Ah, c'est important. Hein, c'est important. Vous savez que la corruption est ancrée dans l'imaginaire de notre peuple. Ouais. Et non, je ne parle pas de peuple, de nos cadres. Parce que ce sont des cadres, en fait, qui sont trop corrompus. Mais il faudrait quand même qu'on fasse quelque chose. Et de quelque chose, il faudrait nécessairement aussi que l'on fasse allusion à l'impunité. L'impunité signifie d'abord que quelqu'un vole, détourne, mais on les connaît, la justice ne fait rien. Ou bien on refuse de l'inquiéter. On l'appréhende même pas. On fait semblant, n'est-ce pas, de sanctionner. Oui. Ah, alors on dit, allez, vous quittez, et un jour, vous allez les retrouver aussi quelque part. Là, vous comme vous les trouvez encore aux affaires. Vos affaires. Vous comme moi. Nous déplorons ce comportement-là. Sous Félix Tshisekedi, c'est fréquent. Non, ça a commencé, je vous ai dit que c'est comme un fléau. Voudrez-vous que je vous en cite quelques cas? Oui, si vous voulez, hein, si vous voulez. Vous citez même les cas que moi-même je connais, vous pouvez seulement le rappeler. Et voilà, je vous rappelle, d'ailleurs ça ne sera pas cité, mais je vous rappelle, on a vu le président de la République défendre ça. C'est ce que beaucoup de gens ont vu que ce n'était pas possible. Défendre une personne pour dire que non, c'est un père de famille, on ne devrait pas l'amener à la justice, vous savez, il faut protéger les pères de famille et tout ça. Vous comme moi savons qu'il y a eu beaucoup de malversations autour de cette question. Mais ça, c'est dans on va dire, c'est dans l'actif négatif de Félix Tshisekedi. Mais je vais vous dire ceci. Je crois que vous faites souvent allusion à Kamere. Je prends le cas de Kamere. Il y a Kamere, il y a Nicolas Kazed. Moi, j'ai fait plutôt allusion à Nicolas Kazed. Il n'y a pas de problème. Kamere, vous savez ce qui est arrivé. Il a effectivement détourné l'argent qui était destiné, n'est-ce pas, à la réalisation de 100 jours, donc des projets de 100 jours.
tous les projets qui étaient là étaient financés, l'argent était là, et lui il a détourné. Non, mais Félix Tshisekedi avait dit que vous ne savez pas 100 jours à faire des réalisations, près de 80%. Oui, mais les 20% sont allés où? Non, ça, il ne faut pas en parler comme ça. Moi, je dis... Non, mais c'est pas moi. Non, c'est le président. Kamere a détourné plus ou moins 58 millions de dollars. Il a été assigné. Il est allé comparaître. Après acquitté. S'il vous plaît, il a été, condamné à 20 ans. Et finalement, il a introduit son recours. L'État a constaté. Non, la justice congolaise a constaté que vraiment, il n'avait pas volé. Mais la justice n'a jamais demandé pardon pour ça. Mais non, attention. Mais nous, peuple, nous savons qu'il avait détourné l'argent. Oui, nous, peuple. Et moi, je vous dis ça. C'est pourquoi je vous dis que moi, je dois être sincère, je dois être objectif. Je sais que le Kamere avait effectivement détourné de l'argent. Maintenant, ce qui est arrivé, ça c'est ce que je condamne du côté, n'est-ce pas, de notre justice. Cette justice doit être une véritable justice, une justice juste. Alors, maintenant, le président de la République, qui connaît aussi... Qui connaît même l'intégrité de Vital Kamerhe. Qui dit comment Vital Kamerhe jouerait un rôle encore important, particulier dans ce pays. Oui, il a parlé de ça. Ça, je le cite tout simplement. S'il vous plaît, pas ça. Il connaît la défaillance de la justice congolaise. Et il est en train de s'y mettre pour pouvoir remettre cette justice, n'est-ce pas, à l'heure, pour que, en fait, qu'elle soit véritablement une véritable justice. C'est à partir non seulement du cas de Kamere, mais aussi du cas de Matata Mponyo. Matata Mponyo, au départ, on ne savait pas comment le faire. Il a été bien poursuivi, on a étudié la situation et finalement, vous avez constaté qu'il a été condamné. Et par le fait seulement qu'il a été condamné, il a fui le pays. S'il a fui le pays, c'est qu'il s'est lui-même jugé voleur, il s'est jugé détourneur. Et c'est ainsi qu'il a fui. Est-ce que vous pouvez parler, il allait encore rester est-ce que vous pouvez parler du cas de Nicolas Kazadi? Mais Nicolas Kazadi est là. Il a dénoncé lui-même. C'est que vous estimez que c'est lui qui y a fait. C'est-à-dire vous estimez qu'il est déboulé. L'Assemblée nationale a refusé de lui faire comparaître devant les instances. Mais si l'Assemblée a refusé, quel est le problème de Nicolas Kazadi? Dites-moi un peu là. Si l'Assemblée... Donc l'Assemblée, c'était Kamere qui était à la tête. Si Kamere lui-même, avec son groupe, ont trouvé qu'il ne pouvait pas être, disons, livré à la justice congolaise, c'est qu'au moins ils ont étudié, ils ont trouvé qu'il était innocent. Donc s'ils ont trouvé ça, ce n'est pas notre problème. Mais là, vous parlez de... Là, c'est une institution qui a créé des problèmes, si vous voulez condamner. Condamner maintenant l'Assemblée et non pas la justice. Alors, vous vous êtes plus attardé sur l'impunité. Parlons maintenant de la corruption. Aujourd'hui, est-ce que, comme on savait, l'UDPS, c'était l'état de droit, la corruption, est-ce qu'aujourd'hui, la question de la corruption est vraiment traitée? La question de la corruption est vraiment traitée. Et je vous dis ceci, nous ne devons pas nous mettre en tête que dès que le président de la République, par exemple, dit pas question de corruption, je vais sanctionner, et ça va se faire le même jour. C'est un problème de mentalité. Je vous dis que c'est parmi les grands antivaleurs, la corruption. Et il faudrait y aller mollo. Il faudrait en faire tout un processus, et un processus qui doit commencer par l'éducation de la masse, l'éducation des cadres, professeur, et les changements de mentalité. Apparemment, ce ne sont que des phrases. Parce que sous le régime de Kabila que vous refusez, que vous condamnez, on n'a jamais appris de communiquer, par exemple, venant du gouvernement, de communiquer de la primature ou de la présidence, qu'il y a eu des dépassements budgétaires. Non, mais sous votre régime, c'est une chanson. C'est légion. Mais vous ne comprenez pas que c'est quand même une avancée sur le plan démocratique? Non, mais comment ça? Non. Vous, dans votre régime... Les autres gardaient cela en secret. Non, mais il n'y a pas eu... Comme si c'était un secret. Pourtant, c'était un secret. Mais il semble qu'il y a les rapports. Les rapports sont là. Moi, je dis,
ce qui s'est fait aujourd'hui, nous avons placé. Et la dernière fois, c'était au gouvernement, ici à la primature. Mais je vous dis ceci, nous sommes transparents. Nous sommes en démocratie, nous sommes transparents. Notre peuple doit savoir qu'est-ce qui se passe et doit savoir aussi les efforts que nous menons pour pouvoir, n'est-ce pas, comment je peux dire, pour pouvoir prendre des décisions qui puissent maintenant nous permettre de résoudre ce genre de problème. Nous le disons, dépassement budgétaire, mais nous sommes en train de chercher comment il faudrait maintenant réajuster cela. C'est déjà quelque chose, mais au moins, ce qui est très important, c'est que notre peuple sait ce que nous sommes en train de faire. Nous ne cachons rien, nous sommes transparents, et tout en étant transparents, nous faisons un effort pour que nous puissions quand même résoudre les problèmes en faveur de notre peuple. Merci beaucoup. Allez, on ne va pas s'éterniser là parce qu'on doit prendre le leadership maintenant de la personne Félix Tshisekedi. J'aimerais que vous puissiez un peu me donner ou me présenter de la manière dont vous êtes en train de voir ou vous êtes en train de qualifier la nouvelle dynamisme diplomatique de la RDC sous l'égide ou sous le régime de Félix Tshisekedi. Comment est-ce que vous placez le contexte diplomatique? Au fait, le front diplomatique sous Félix Tshisekedi, comment est-ce que vous... quelle couleur que vous placez sur ce front? Monsieur le journaliste, je vais vous dire ceci, je vais vous rappeler quelque chose. Au lendemain de la prise du pouvoir du président Tshisekedi, il a commencé des sorties. Il a commencé à faire des sorties, des voyages. Près de combien de voyages? Mais maintenant, vous en avez l'idée? Plus de 50. Plus de 50. Il a fait jusqu'à aujourd'hui, je crois, plus de 80 voyages. Pour ceux qui ont bien compté. Ça peut être peu, mais les autres disent que ça vaut au-delà de 500. Je suis, même si c'est 1000. Même si c'est 1000, allons-y. Mais au moins, ces voyages-là... Félix Tshisekedi est considéré comme le président qui a voyagé le plus en Afrique. Oui, tout simplement parce qu'il a trouvé le pays dans un état désespéré, dans un état en lambeaux. Ah, c'est la raison. Ah oui, c'est la raison pour laquelle il devait maintenant réhabiliter ce pays. Pourquoi? Parce que il avait fallu que le pays qui était déjà en dehors du concert des Nations Unies rentre, n'est-ce pas, dans le concert des Nations Unies. Et vous savez que à un certain moment donné, même dans des forums internationaux où les pays devraient être représentés, on avait trouvé que le Rwanda se mettait sur la chaise, si vous voulez, de la République démocratique du Congo et commençait déjà à défendre ce que est la République démocratique du Congo, ce qui était malade. Et aujourd'hui, dans les girons internationaux, aujourd'hui, nous sommes dans les girons internationaux, on nous écoute, on sait que nous sommes un pays solution, ce qui n'était pas facile. Ah, donc c'est grâce à ces différents c'est grâce à toutes ces sorties-là et c'est grâce à toutes les sorties du président de la République qu'aujourd'hui les Nations Unies comptent sur nous, les grandes puissances comptent sur nous. Oui, ça compte sur nous parce qu'au moment où nous parlons, nous signons des accords, plus d'accords qu'avant. Et il faut aussi se dire que Félix Antoine Tshisekedi, qui a sorti le pays, n'est-ce pas, de l'ornière, je parle du pays de l'ornière sur le plan diplomatique, devient un véritable diplomate. Un véritable diplomate à travers, n'est-ce pas, le monde. C'est un véritable Magellan, hein. Entre guillemets, je vais le dire. Parce que s'il ne l'avait pas fait du tout, le pays ici allait sombrer, le pays ici n'allait pas être un pays et il y aura l'inexistence de la nation congolaise. Pour qu'il le fallait. Pour qu'il soit un félin diplomatique, il fallait qu'il ait l'appui, n'est-ce pas, de ses ministres des Affaires étrangères, lesquels parmi eux, ministres des Affaires étrangères ici je veux dire, que vous estimez qui ont plus travaillé avec cette vision ou cette volonté diplomatique, qui ont plus accompagné et qui ont amené à ce que aujourd'hui la RDC soit présent, comme vous venez de dire, à l'instar international. Lequel, si vous pouvez pointer du doigt? Je crois qu'il n'y a eu que deux. Hein. Si vous prenez Lutundula, en dehors de Lutundula, il y a Maman, que je peux appeler Maman Thérèse Kaikwamba. Mais je vais vous dire que en évaluant les deux, j'ai des difficultés effectivement à vous dire la vérité. À quel niveau? Mais je veux seulement constater qu'au moins
Thérèse Kaikwamba, la ministre des Affaires étrangères actuelle, a fait un très grand pas. Il a fait un très grand pas. Et il nous a amené là où personne ne soupçonnait que nous devrions arriver, c'est-à-dire à parler aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas par rapport à ses rapports avec le monde international ou par rapport à son CV qu'elle a et ce qui fait qu'elle puisse être, peut-être qu'elle ait ses atouts là déjà? Bon, je ne connais pas ce qu'elle est effectivement, mais je l'ai vu à l'œuvre. Je l'ai vu à l'œuvre et je l'apprécie et je continue à l'apprécier parce que c'est grâce à lui, c'est grâce à ses efforts, c'est grâce aussi à son soutien par le président de la République qui nous a amenés à Washington, qui nous a amenés à Doha, et que notre ami Kagame aujourd'hui est désillusionné. Hein? Il est décrisé, il ne sait pas effectivement ce qu'il doit faire. Alors, il est agité, n'est-ce pas, comme quelqu'un que l'on a coupé, n'est-ce pas, la tête, et le reste commence à agir un peu partout. C'est ça ce qui est arrivé aujourd'hui. Bien sûr, on va arriver à Doha et Washington d'ailleurs. En disant, Thérèse Kaikwamba reste quand même la meilleure. La meilleure jusqu'à là. Pour autant que les résultats récoltés sont palpables. C'est ce que je peux vous dire à ce niveau-là. Okay. Je ne voudrais pas dire que Rutundura n'a rien fait. Il a fait ce qu'il a fait en son temps, mais au moins, et ça a été très bien finalisé par Thérèse. Là, on comprend très bien. Alors, vous dites que la RDC aujourd'hui a une bouche. La RDC aujourd'hui, on peut l'écouter dans la scène internationale. Aujourd'hui, la RDC est devenue même pays solution. Est devenu pays solution. D'autres problèmes avant, on ne parlait pas. Le monde international. On ne parlait pas d'elle. Mais quels sont, si vous comptez, quels sont les grands investisseurs que vous comptez sous votre égide, sous le pouvoir de Félix Tshisekedi, les investisseurs qui sont déjà attirés? Ou comment est-ce qu'on peut dire, vous comptez combien de grands investisseurs que vous pouvez me dire ici sur ce plateau? Voilà, grâce à la diplomatie et au leadership diplomatique de Félix Tshisekedi, voilà comment ces investisseurs ont été séduits pour venir investir en RDC. Vous savez, moi-même, j'étais à la tête de la NAPI. Oui. Je ne voudrais pas ici que l'on parle des grands et des petits. Il y a effectivement beaucoup d'investisseurs qui sont déjà dans ce pays et dans plusieurs domaines. Qui estiment que les grandes affaires, je peux commencer par les mines. Il y a véritablement beaucoup d'investisseurs dont les noms ne peuvent pas vous être cités. Ça ne sert absolument mais dans les secteurs de l'éducation, dans les secteurs du cosmétique, dans les secteurs routiers, on n'en parlait pas seulement des matières premières. Je vous ai dit premièrement, j'insiste, j'ai commencé par les mines. Okay. Alors, laissez-moi aller jusqu'au bout. Allez-y. Alors, maintenant, il y a les mines, vous trouverez les investisseurs. Et il y a dans le domaine justement des infrastructures, vous trouverez des investisseurs. Allez dans le domaine de l'éducation, il y a des financements à chaque instant. Vous pensez qu'il existe des investisseurs ou vous savez? Non, moi je dis, je vous informe parce que ici c'est une émission à durée déterminée, oui, et nous ne serons pas entrés en profondeur. Mais je vous dis, quand moi j'étais à l'ANAPI, nous avions déjà recruté, nous avons déjà reçu, je vais dire, plus de 500, je dis bien plus de 500 investisseurs. Et nous avons agréé beaucoup d'entreprises qui sont venues juste pour investir dans notre pays et travailler dans l'intérêt du développement durable souhaité par le président de la République. Okay. Je ne saurais pas vous dire X, Y qui est de... Non, tous les investisseurs pour moi sont sur les mêmes pieds d'égalité. Nous ne pouvons pas dire X vaut plus que Y. Ça, je ne voudrais pas vous le dire. Et je vous ai dit simplement que nous avons agréé beaucoup. Il y en a d'autres d'ailleurs qui sont passés outre l'ANAPI et qui se sont fait agréer dans d'autres secteurs et que nous ne savons pas effectivement, que je n'ai pas pu maîtriser, mais dans l'ensemble, il y a suffisamment d'investisseurs qui sont en train de venir, malgré
la mauvaise campagne de certains petits opposants, de certains oppositionnistes, que moi j'appelle oppositionnistes, qui sont en train de raconter du n'importe quoi à l'extérieur de notre pays. Mais quand nous y allons, nous parlons, nous convaincons, nous persuadons, n'est-ce pas, les investisseurs, et ils sont potentiellement en train de venir vers la République démocratique du Congo. Parce qu'ils connaissent d'abord l'image de la République à travers, n'est-ce pas, le chef de l'État actuel. Merci beaucoup, professeur. Alors, j'aimerais que vous puissiez commencer à chuter en nous présentant justement les défis que rencontre le leadership Félix Tshisekedi. Malgré tout ce que vous venez de présenter là, quels sont les défis que Félix Tshisekedi aujourd'hui reste confronté, devant lesquels, en tout cas jusqu'à là, on peut se dire les choses en face pour dire qu'en tout cas jusqu'à là, ça ne marche pas? Oui. Surtout en interne. Le défi pour moi majeur, c'est la guerre de l'Est. Comment mettre fin à la guerre de l'Est? Comment pacifier ce pays? Comment pacifier ce pays? Comment réunifier ce pays? Ça, c'est un grand défi. Et parce que dès qu'il est réussi et à unifier, n'est-ce pas, le pays, alors ça sera une très grande victoire. Est-ce que comme je le dis, tel que vous le voyez, vous pensez que jusqu'à la fin de son mandat, il va réussir? Parce que, imaginez-vous, pendant 30 ans, et ceux qui étaient là étaient en train de créer une paix superficielle, une paix non durable, c'est-à-dire ils traitaient avec Kagame et il acceptait tout ce que Kagame disait. On infiltre, n'est-ce pas, la force publique de défense et de sécurité, on infiltre, n'est-ce pas, l'administration, et on reste tranquille, on croit que on a maintenant la paix. Non, il n'y avait pas de paix parce que le pays était complètement miné. Le pays était complètement miné par le Rwanda et les Rwandais. Très bien. Alors maintenant, nous, au moment où nous parlons avec le président, n'est-ce pas, de la République, les démarches sont en train d'être faites. Entre-temps, sur le terrain, on se bat, et sur le plan diplomatique, nous sommes en train d'y aller. C'est ça l'arme que nous avons, que nous détenons, parce que nous sommes des non-violents. Et au moment où nous parlons, si vous connaissez Kaikwamba, c'est parce qu'elle nous a amené, n'est-ce pas, à l'accord entre le Rwanda, l'agresseur, et nous-mêmes qui sommes agressés. Et aussi, oui, les gens qui sont soutenus, donc les supplétifs, n'est-ce pas, du Rwanda, sont arrivés déjà à Doha et ils sont en train, n'est-ce pas, de négocier parce que c'est un cas de force majeure. Nous sommes obligés, n'est-ce pas, de nous donner mutuellement la main. Alors, le dialogue, c'est que nous sommes en train de préparer ce dialogue, n'est-ce pas, inter-congolais. Dès que l'on termine là-bas, c'est sûr qu'ici, le président de la République lui-même, pas autre institution malheureuse, les autres institutions phagocytaires, n'est-ce pas, de notre système politique actuel démocratique, nous ne voulons pas de ce genre-là, nous ne voulons pas de ce dialogue-là, qui est un dialogue qui est truqué, qui est un dialogue qui vise quelqu'un, à faire chuter, n'est-ce pas, le chef de l'État, et nous ne voulons pas de ça. C'est lui-même qui est en train de préparer. Il avait dit à l'époque qu'il ne pouvait pas effectivement recevoir ces gens-là, mais parce que c'est un homme, vraiment, c'est un homme de Dieu, c'est un homme qui est un homme de Dieu? C'est le président de la République, vous savez que c'est véritablement un homme de Dieu, c'est un homme qui aime la nation congolaise, qu'elle renaisse, n'est-ce pas? Alors c'est ce qu'il a accepté d'aller, donc d'envoyer les émissaires à Doha pour que ce dernier travaille, mais que ça soit en faveur de la nation congolaise. Alors, vous parlez de... Maintenant, il y a aussi la RDC. Ça, vous le savez, parce que c'est un problème important, monsieur le journaliste. Je vais vous dire que si le président de la République actuelle n'était pas un fin diplomate, n'était pas un stratège insoupçonné, je vous dis que le pays ne pouvait pas être là où il est aujourd'hui. Nous nous sentons quand même libres.
c'est déjà quelque chose. Nous nous sentons libres. Le Kagame n'a plus maintenant le pouvoir de marcher sur notre sol comme il l'entendait. Mais professeur, c'est déjà beaucoup, et ce que signifie qu'il y a une lueur d'espoir au niveau, n'est-ce pas, de la paix que nous recherchons tant. Je vous ai vu vous parler plus de... Vous êtes en train de vous étendre sur la question de la négociation et dans le cadre de coopération avec les accords que vous devrez signer. Vous avez parlé notamment ici des États-Unis d'Amérique, vous avez parlé des Doha. Il y a aussi Luanda. Nous avons parcouru beaucoup. Luanda qui a connu aujourd'hui beaucoup de problèmes, Nairobi, etc. Et qu'on sort. Mais aujourd'hui, le régime Tshisekedi condamne Joseph Kabila parce que le régime Tshisekedi dit que Joseph Kabila est le commanditaire M23, AFC, tout ce qui va avec et consort. Mais si Joseph Kabila a été le responsable AFC, tout ce que vous voulez, M23 et consort, donc c'est-à-dire que quand vous partez dans le cadre des négociations avec le M23 à Doha, c'est-à-dire indirectement, vous négociez avec Joseph Kabila que vous avez condamné? Non. Ça c'est tout autre. C'est un raisonnement plus ou moins logique, mais qui n'est pas en fait fondamentalement vrai. Pourquoi? Nous disons ceci. Kabila est réellement derrière l'AFC, derrière le M23, et il est avec Kagame. Il est avec Kagame, tous contre la République démocratique du Congo. Donc vous négociez avec, clair. Vous négociez avec je vais y arriver. Je ne suis pas au niveau de oui ou non. Non. Je dois vous expliquer ce qui se passe. Ce qui se passe effectivement. Kabila quitte là où il était. Vite, il est à Goma. Il est accueilli à Goma pompeusement par l'AFC et M23 avec la complicité, n'est-ce pas, d'Alexis Kagame, de Paul Kagame. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous devons faire en tant que chef de l'État? Ça pèse beaucoup. En tant qu'ancien chef de l'État de la République démocratique du Congo, rentrer dans le cadre, n'est-ce pas, de la rébellion, et nous ne devrions pas l'accepter. Nous ne devrions même pas le tolérer. Mais vous négociez avec son mouvement, national. Avec sa bande, oui, comme vous dites. Oui, nous sommes d'accord. Nous négocions avec sa bande et non pas avec lui. S'il est derrière, nous allons avec eux. Nous avons nos revendications. Mais comme c'est sa bande à lui, c'est-à-dire que vous négociez directement avec lui. Non. Parce que c'est lui qui donne des injonctions. Comment est-ce que la bande a question? Vous avez vu, quand nous avons trop parlé de ça, il avait dit d'abord que les revendications de ces gens-là étaient légitimes. Alors maintenant, aujourd'hui, il parle de sauvons le Congo. Il voudrait bien prendre distance, un peu de distance, apparemment de distance vis-à-vis, n'est-ce pas, de l'AFC et du M23. Alors, pour le moment, nous allons avec ces M23. Ce sont des exigences, si vous voulez, n'est-ce pas, de Washington. C'est l'une des exigences de Washington. Nous le faisons parce qu'après tout, nous ne nous appartenons pas. Nous sommes dans un giron international et à des moments, nous sommes obligés d'écouter à gauche, à droite et de choisir ce que nous devrions faire. Mais il y a quand même dans ces négociations une ligne rouge. Il y a des choses que nous ne devrons pas vraiment accepter, notamment les infiltrations. S'il y a les infiltrations, nous acceptons les infiltrations, c'est-à-dire nous avons failli. Mais j'estime que jamais nous n'accepterons les infiltrations dans notre armée, dans notre administration, dans nos services de sécurité, etc. Et aussi la spoliation de nos biens, la spoliation, je veux dire, c'est que de nos minéraux, n'est-ce pas? Très bien. Comme ça se fait à Rouba et à Lama. C'est très dangereux, nous ne pouvons pas l'accepter. Merci beaucoup, professeur. J'aimerais quand même que vous puissiez résumer cette émission, parce que notre temps est véritablement écoulé. La télé, c'est le temps et consort. Mais j'aimerais quand même que vous puissiez résumer en un mot, ce qui se passe à Nairobi. Vous donnez combien de chances à ces consultations qui se font là-bas, et les personnes qui sont alliées
à Joseph Kabila. Est-ce que la République va les inquiéter? Vous allez finir avec cette question et puis après... Non, je ne voudrais pas finir avec cette question. Je voudrais simplement vous dire quelque chose sur, parce que après tout, notre sujet c'était sur le choix judiciaire du président actuel, donc de Fachi, ou je vais dire Félix-Antoine Tshisekedi. Ça c'était juste l'essentiel de cette émission. Mais je voudrais vous dire que Félix-Antoine Tshisekedi, c'est un stratège insoupçonné. Tel que vous le voyez. Un stratège insoupçonné, c'est-à-dire tel que vous le voyez, tel qui se présente, ce n'est pas ce qu'il est au fond. Non, au fond, de manière intrinsèque, c'est un autre Tshisekedi. Parce qu'il est à mesure aujourd'hui de se faire bête et le lendemain, il devient un véritable homme extrêmement intelligent. Et c'est juste, je vous avais dit qu'il avait véritablement une vaste intelligence et c'est ce qui fait qu'il puisse maîtriser la situation actuelle où il est en train de se battre pour maîtriser la situation actuelle. Ça, c'est ce que je voulais justement vous dire. C'est un stratège insoupçonné. C'est un fin diplomate. Ça, nous l'avons déjà dit avec vous, un fin diplomate parce qu'il a réussi, n'est-ce pas, à sortir notre pays de l'ornière, c'est-à-dire du trou dans lequel il était diplomatiquement enfoncé et le pays est aujourd'hui... Il lui reste combien de temps pour finir ce mandat? Dans le concert de la nation. Il lui reste combien de temps? C'est aussi un des boulonneurs du système déshumanisant. Le système déshumanisant que vous avez connu, c'est sur lequel c'est le système de Kabila actuellement. Parce que lui aussi, je vous dis que non seulement il a déboulonné le système de Kabila, mais il a désillusionné aussi le système Mobutu, le système Laurent Désiré Kabila, et maintenant quand il a pris le pouvoir, il a mis hors d'état de nuire le FCC qui est en train maintenant de s'embrouiller à l'extérieur de notre pays. C'est un démystificateur aussi. Allez, conclure. Alors, démystificateur, n'est-ce pas, de monsieur de Kagame. Et derrière Kagame, il y a aussi des gens, il devient Kagame, c'est juste un iceberg. Alors, au moment où nous parlons, tous ceux qui ont soutenu Kagame et tous ceux qui le soutiennent sont aussi, n'est-ce pas, désillusionnés et démystifiés par le président actuel qui est Félix-Antoine Tshisekedi. Concluez. Alors maintenant, oui, il est aussi un messie, hein, c'est un messie congolais, ça je vous l'avais dit. Et en fin de compte, je vous dis qu'il est en puissance, n'est-ce pas, un héros vivant. Quand je le dis après beaucoup d'analyses et j'ai trouvé que, au lieu d'attendre que Félix-Antoine Tshisekedi meure pour qu'on puisse le déclarer héros, alors je voudrais qu'on comprenne que c'est un héros vivant, c'est un héros, je vais dire aussi, en puissance parce qu'il est en train de travailler. Il y a encore des défis sérieux qui sont devant lui et il faudrait qu'il, n'est-ce pas, qu'il puisse parvenir à les vaincre pour qu'il soit véritablement un héros vivant. Alors, avec ça, je vais vous dire que je puis terminer à ce niveau-là pour vous dire prochainement que cet homme, en gros, c'est un édificateur, n'est-ce pas, de la nouvelle nation congolaise. Okay. Et cela va passer par, n'est-ce pas, le changement de mentalité. Nous en avons déjà trop parlé, mais lui a mis en vedette les instruments qui sont en train, n'est-ce pas, de travailler pour ce changement de mentalité. Il s'agit de la cellule d'innovation, les cellules d'innovation. Donc, à la présidence de la République, il y a ce qu'on appelle cellule d'innovation et de changement de mentalité. Ça existe, il y a la PLC qui existe et il y a les codes au niveau, n'est-ce pas, des agents et fonctionnaires de l'État. Il y a tout un code pour ça et ils sont en train de véhiculer cela. Moi-même, j'ai déjà assisté à ce genre de séminaire et je vous dis qu'il y tient, c'est juste pour le changement, n'est-ce pas, de la mentalité, n'est-ce pas, de l'homme congolais. Très bien. Pour que nous puissions avoir un nouvel, un nouvel homme congolais. Merci. En tout cas, c'est ça l'essentiel pour moi de cette émission, avec tous les acquis qui montrent qu'il est ce que nous sommes en train, n'est-ce pas, de dire aujourd'hui, de défendre aujourd'hui, et nous sommes en mesure de défendre ça partout. Ça, c'est sûr. Alors, professeur Bruno Tshibangou, oui. On aura sûrement le temps de revenir sur ça, mais je vais quand même vous donner la possibilité de conclure l'émission, comme vous êtes l'invité. Au regard de tout ce que nous avons dit, sûrement qu'il y a beaucoup de choses que vous avez peut-être prévues, que vous n'avez pas dit, mais je vous donne juste la possibilité de conclure en un mot pour que nous puissions arrêter l'émission afin de permettre aussi que d'autres programmes aient lieu.
Merci, monsieur le journaliste. Je m'adresse ici à vous, peuple congolais, à nous, peuple congolais, et au cadre, n'est-ce pas, de ce pays, vous les dirigeants, vous les gouvernants. Nous sommes dans un moment difficile. Le moment difficile parce que notre pays est un peu en lambeaux, parce qu'il y a l'Est qui n'est pas vraiment avec nous et qui est sous contrôle des ennemis de notre peuple. Je vous prie et je vous demande d'éviter d'écouter n'importe qui, tous ces gens qui se disent opposants, que moi j'appelle oppositionnistes, tous ces gens qui se disent proches de ce qui se passe à l'Est. Vous ne devez pas les écouter parce que leur discours, c'est juste les gens qui, on dirait, étaient créés pour être des esclaves. Soutenons le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, soutenons-les et vous allez constater que ce pays ici sera délivré du djung des kagamistes et ce pays ici sera un pays qui sera véritablement développé et dans lequel vous allez jouir de votre liberté, vous allez jouir de la démocratie, vous allez jouir de tous les principes qu'il faut pour être un humain, pour être un véritable Congolais, un Congolais qui va haïr les antivaleurs et même ceux qui les commettent. Voilà. Merci. Merci beaucoup, professeur Bruno Tshibangou Kabaji, professeur à l'Institut supérieur des statistiques de Lubumbashi, cadre de l'UDPS et beaucoup de choses à dire sur lui. Merci pour votre passage à la tribune du savoir et nous vous disons grand merci et nous croyons vous revoir très prochainement. Voilà, merci beaucoup vraiment pour cet exercice. Et je crois que qui n'a jamais été facile surtout. Oui, c'était pas trop facile, surtout avec vous-même, hein, parce que vous-même vous êtes véritablement congolais, intelligent. Merci. Et bien apprécié par beaucoup d'autres gens. Merci beaucoup, par rapport professeur. à certains autres journalistes. Et vous méritez mieux. Merci. Merci de continuer dans ce sens-là. Merci. Et ça me fera plaisir et ça fera plaisir à nos auditeurs. Merci beaucoup, professeur. Ça, je le reçois vraiment. Et je crois que les téléspectateurs, c'est aussi les mêmes sentiments que vous avez. Allez, moi, je vous donne rendez-vous. Je vais vous trouver demain ici à 17h. Nous allons recevoir le président national du Conseil national de la jeunesse honoraire, l'ambassadeur William Mukamila, qui a passé justement le flambeau. On sera avec lui ici demain à 17h. Il va nous parler de son bilan à la tête de cette structure de la jeunesse nationale. Merci à Rigan Louzietou. Aujourd'hui, Rigan Louzietou était formidable. Il était formidable, Lélo. Donc, mon caméraman patron. Ah, ça, c'est grave. Hein? Non, le bel jour, vous allez, non, yambara, Rigan, mais non, il non, yamena kin label. Merci à Christian Kazadi qui a assuré la régie. Il était à l'internet, il était et sur le numérique ici. Vraiment, merci à lui. Merci aussi à Hector pour le programme. Merci à Bob Baroutibomo qui a coordonné cette émission. Madame, messieurs, je vous dis grand merci. Je crois qu'on va se retrouver demain à 17h. S'il y a quelque chose qui a été dit qui ne vous a pas plu ou arrangé, prière de nous pardonner. Mais si on a dit quelque chose qui vous a quand même édifié, prenez cela que ça soit constructif. Merci beaucoup. On se retrouve demain à 17h pour le même plaisir. Quant à moi, je crois au Congo et je crois en sa délivrance. Mais chacun de nous doit jouer sa partition convenablement. Au revoir.